Alors bonjour à tous, donc bienvenue à notre webinaire sur l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, on va parler d'IA, de projets d'IA dans notre entreprise, comment bien mener un projet dans votre entreprise. Donc je suis Wilfried Gachot, je suis animateur du réseau InWin et je dirige l'agence InWin La Rochelle et je suis accompagné aujourd'hui de Jean-Charles Rongère qui est dirigeant de CrossData, partenaire du réseau InWin et qui est expert en intelligence artificielle. C'est bien ça? C'est ça, Bon, parfait. exactement. Bonjour à toutes et à tous. Alors, avant de lui laisser la parole, je vais présenter le réseau InWin et là, Jean-Charles, tu vas pouvoir avancer un petit peu au niveau de la presse. Alors, InWin, c'est un réseau d'agences d'expertise digitale, donc avec une vingtaine d'implantations en France, donc aussi aux Antilles et à La Réunion, que je ne les oublie pas. Notre mission, c'est d'accompagner nos clients dans leurs projets de digitalisation avec une promesse qui est de booster leur business grâce aux outils digitaux. Alors, nous intervenons, et là tu peux avancer la presse jusqu'au petit pictogramme que l'on a. Encore voilà. Nous intervenons donc sur le web marketing, donc tout ce qui est génération de trafic, tout ce qui est référencement naturel, ads et autres, tout ce qui est site internet, ce qui est e-relation client, que l'on appelle maintenant le model selling, la formation, les solutions de productivité et notamment l'IA qui en fait partie. Donc c'est une transition avec le sujet d'aujourd'hui, puisque l'IA s'est démocratisé, ChatGPT est arrivé, tout le monde l'utilise, mais on s'aperçoit que pour l'exploiter à 100%, il y a besoin d'être accompagné, il y a besoin de méthodes, et c'est ce que va nous expliquer Jean-Charles aujourd'hui. Donc je vais te laisser la parole, Jean-Charles. Juste une chose, vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat. Il n'y a pas que des blagues dans le chat, et on y répondra à la fin du webinaire, lorsque Jean-Charles aura terminé sa présentation. Je te laisse la parole. Ok, très bien. Euh, du coup, le sujet du jour, c'est de réussir un projet de mise en œuvre de l'IA dans son entreprise. Je vais essayer de balayer assez large parce qu'on a une grosse vingtaine de minutes ensemble, hors question. Et donc, je vais essayer de descendre un peu dans la technique, mais assez peu. Je vais surtout vous donner, nous, le retour d'expérience qu'on a depuis la création de CrossData. Donc, moi, je m'occupe chez CrossData de la partie marketing, relations clients, finance et structuration. En gros, tout ce qui n'est pas de la production. Chez CrossData, on existe depuis 2019. C'est une société de 14 personnes basée à Angers, Paris et La Roche-sur-Yon. Et l'équipe est principalement composée de data scientists, des gens qui ont fait 5 ans d'études de maths. Et moi, je suis associé avec Pierre et Jean-Baptiste, un docteur en maths, un docteur en astrophysique. Et ce qu'on remarque et que vous pouvez déjà un peu retenir, c'est que l'objectif n'est pas de faire compliqué, mais plutôt de faire efficient euh, sur, euh, sur ces sujets-là. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? On le voit, c'est bon. OK. Euh, Nous, on intervient en faisant du conseil du diagnostic, on développe des algos sur mesure pour nos clients, on fait des formations. Retenez aussi une chose, c'est qu'il y a pas mal d'aides aujourd'hui, de la BPI, vous avez le crédit d'impôt, et selon la région dans laquelle vous êtes basé, vous avez aussi plein d'aides régionales pour mettre en place tout ça. On a intervenu sur plus de 80 projets depuis la création de CrossData. Ça va de TPE, PME, start-up, ETI, et puis des grands comptes, comme vous pouvez voir Enedis, Michelin, Keolis, depuis la création de la boîte. Alors, quand on a préparé ce webinaire, on s'est posé la question de ChatGPT ou sur mesure, en fait. C'est à quel moment je suis obligé d'aller plus loin que ce qui existe sur étagère. Donc, je vais essayer de vous donner quelques clés sur ce sujet. Euh, Première chose, j'aime mettre ce téléphone quand je fais ces webinaires. Ce téléphone, parce que je pense qu'autour de la table, aujourd'hui, personne ne l'a dans sa poche. Cependant, il y a des gens qui l'achètent et qui l'utilisent pour une simple et bonne raison. C'est qu'ils n'ont qu'une seule chose à faire avec, c'est téléphoner. Et donc, la premier socle de la réussite d'un projet, c'est de vraiment réfléchir à votre usage. Pourquoi j'ai besoin d'une IA? C'est pas on m'a dit qu'il fallait que j'en fasse. Alors certes, on vous a dit qu'il fallait que vous en fassiez, donc vous vous posez la question et c'est peut-être pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Mais surtout, il faut se poser la question de l'usage. Un usage, il se définit un peu comme ça. C'est un process, par exemple rédiger un post LinkedIn, par exemple écrire un article de blog, si on reste très proche du marketing, ou ça peut être de réaliser une opération de maintenance ou autre avec une expérience utilisateur, je dois le faire de manière fluide et simple, et puis ça répond à un besoin, j'ai besoin de faire de la com, j'ai besoin de répondre à mes clients, etc. Et le second socle de la réussite, c'est d'être capable de définir pour cet usage quelle est la meilleure IA disponible. Et je vais essayer de vous aider un petit peu là-dessus. Le socle de la décision, parce qu'une fois qu'on a défini un peu ce dont on a besoin, bah, c'est le retour sur investissement.
Je vais prendre un exemple rapide. On travaille avec des groupes agroalimentaires qui viennent nous voir en disant: «Ah, j'aimerais bien avoir un chat GPT qui sert de foire aux questions parce que les gens à mon service consommateur, ils ont besoin de donner des réponses et ils cherchent dans tout un tas de feuilles Excel ou autres». Quand on creuse avec eux, on se rend compte que le service consommateur, chez eux, c'est 2 personnes qui ont quand même une expertise un peu importante et donc qui savent où aller chercher. Si on veut avoir le même niveau de qualité de réponse que ces 2 personnes, quand on a chiffré le projet et nos confrères aussi, hein, enfin, c'est pas un enjeu où on est plus cher que les autres, on est arrivé à un résultat de 150 000 € pour avoir un niveau de performance aussi bon que l'humain. Donc il y a une grande question à se poser, c'est OK, j'ai envie de mettre de l'IA partout, mais est-ce que c'est rentable finalement? Donc ça sera des vraies questions que vous devez vous poser. Alors, d'abord, il faut cette question, comment on va le déployer? D'abord, on se demander si une IA est la solution à mon usage. La meilleure façon de commencer, c'est est-ce qu'un humain pourrait accomplir la tâche via des règles ou des exemples? Je vais prendre un exemple. Vous avez peut-être dans vos structures déjà recruté des intérimaires pour faire une tâche du type, nous, on le fait pour emballer tous les cadeaux de Noël qu'on envoie à tous nos clients et nos partenaires. Quand on fait ça, la personne, on peut lui expliquer simplement, lui donner un exemple, on fait une fois l'emballage avec elle, et zou, en une demi-heure, c'est plié, et en une demi-heure, elle est opérationnelle. Si on arrive à l'expliquer, même si c'était très complexe, je vais prendre un autre exemple, si je devais trier des photos de chats et des photos de chiens, parce que c'est très bien faire l'IA, finalement, je peux le faire à la main. L'enjeu, c'est que si j'en ai 3 milliards de photos, c'est pas rentable de le faire et c'est trop compliqué, personne ne veut le faire. Donc, est-ce qu'un humain pourrait accomplir la tâche? Si c'est non, si un humain ne pourrait pas accomplir la tâche que vous voulez faire accomplir une IA, il y a peut-être un problème. Soit vous avez besoin d'attendre des avancées technologiques, soit il faut considérer l'approche de manière différente. En fait, l'IA, aujourd'hui, c'est copier ce que fait un humain, le fait plus vite, plus efficacement, ou de manière moins onéreuse. Mais si l'humain ne sait déjà pas bien le faire, c'est très compliqué de demander à une IA de le faire. Si c'est oui, alors vous devez arbitrer entre plusieurs niveaux d'expertise humaine. S'il y a un niveau d'expertise humaine qui est assez faible, par assez faible, j'entends que quelqu'un qui suivrait entre une journée à 3 4 mois de formation sur le sujet pour le faire, bah, probablement que vous avez un fort potentiel d'automatisation et donc que vous pouvez aller chercher une IA sur étagère. Si vous avez besoin d'une expertise généraliste, il faut 2 3 ans d'expérience pour bien comprendre et arriver à avoir quelque chose de pointu. Ben là, il peut y avoir des risques. Le risque, ça va être le suivant, c'est que vous arriverez à faire 30%, 50%, 80% de la tâche, mais les 20% restants ne seront pas faits par une IA et risquent de vous coûter très cher à développer. Et enfin, si c'est une expertise très pointue, du type, il vous faut quelqu'un qui a fait 5 ans d'études ou 8 ans d'études et qui a 10 à 15 ans d'expérience, là, c'est plus compliqué et il y a un gros travail à faire dessus. Je vais vous donner un peu des exemples. Dans la maintenance, on a un de nos clients qui court entre panne et maintenance. Il arbitre tous les jours entre est-ce que je dois aller faire une maintenance, est-ce que je dois gérer mes pannes, et est-ce que finalement, si je ne fais pas cette opération de maintenance maintenant, ça ne va pas me coûter plus cher en panne plus tard. Il se dit, si j'arrivais à trier tous mes tickets de maintenance que j'ai remplis, comme on pourrait trier par exemple des tickets de service client, et ben en fait, je pourrais faire déjà un peu des statistiques ou autres. Sauf qu'on a un problème, c'est que il a un outil de maintenance assez vieux et donc les tickets sont pas du tout labellisés, ils sont écrits en jargon, il y a des fautes d'orthographe dedans. Donc ce qu'on a fait pour lui, c'est qu'on est venu prendre un grand modèle de langage, en l'occurrence, c'est pas ChatGPT, c'est Mistral, et on est venu lui poser la question sur chaque ticket: peux-tu extraire les données suivantes? Peux-tu me dire le problème rencontré, les solutions apportées, les résultats, et identifier les causes problèmes et les machines qui ont été impactées? Une fois qu'on a fait ça, ça permet de commencer à faire des statistiques et ensuite, plus loin, d'aller faire de la maintenance prédictive. Vu qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de tickets, si on devait le faire à la main, ce serait fastidieux, on ne pourrait pas améliorer son opération de maintenance, mais là, une IA nous permet de le faire. On a réussi à labelliser 85% des tickets, et c'est du sur-mesure parce que c'est très technique, qu'il y a du jargon et qu'en fait, il vous faudrait quelqu'un d'expérimenté. En communication, on a un de nos clients dont le métier est de répondre à des avis sur Internet dans le monde du luxe. On travaille avec lui depuis longtemps, c'est-à-dire qu'avant que GPT-3 sorte et qu'il devienne très à la mode, il y a eu GPT-2 et avant, il y a eu même DaVinci. Donc nous, depuis juin 2021, on travaille sur son projet. Son projet, lorsqu'on l'a mis en œuvre, cette réponse automatisée à des avis, on a juste fait des appels à l'API de ChatGPT, en l'occurrence DaVinci à l'époque, et on arrivait déjà à traiter 20% des réponses. Aujourd'hui, avec GPT-4, on arrive à traiter plus de 50% des réponses automatisées. C'est-à-dire que vous avez un humain qui relit et il valide une fois sur deux le message. Il gagne donc 50% de son temps.
La problématique restant que sur les 50 autres pourcents, vous en avez 30 qui nécessitent une petite modif, et il y en a 20 qui sont à mettre littéralement à la poubelle. L'avis rédigé est de très très mauvaise qualité, sauf que dans le monde du luxe, on ne peut pas écrire ça n'importe comment. Donc là, en fait, vous avez une solution qui est un peu hybride, qui est de prendre ChatGPT, mais c'est un peu boosté. Dans le monde du conseil, on a accompagné une société qui passe son temps à relire des documents complexes avec un fort contenu réglementaire pour aider d'autres entreprises à réussir des audits de certification. Là, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Cependant, on peut retenir une chose, c'est que c'est un projet qui a nécessité énormément de travail parce que là, on est sur de la certification et donc on n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit à l'approximation. Là, on est bien dans du sur-mesure. Et enfin, je vais prendre un exemple que certains d'entre vous connaissent bien, c'est que quand on travaille bien en commerce, on doit remplir plein de devis. Et ça, c'est moi, mon quotidien en tout cas. Et donc, ce que j'ai fait, moi, là, le cas client, c'est Cross Data, en l'occurrence, et je vous présenterai après, c'est que j'ai fait des prompts qui permettent, à partir de mes prises de notes et d'informations glanées sur Internet, de remplir une partie de mes devis. Et vu que je les remplis, moi, j'ai gagné 30 minutes par devis. Sachant que j'en fais à peu près une centaine par an, je vous laisse faire le calcul dans votre tête, que j'aurais dû faire d'ailleurs avant cet événement, mais en gros, j'ai gagné plusieurs jours de travail où je peux soit partir en vacances, soit faire d'autres trucs. Et là, pour le coup, c'est juste ChatGPT. Il n'y a pas d'autre chose de plus. Alors, déjà, je vais vous présenter ensuite une ou deux méthodes pour réaliser les prompts. Enfin, j'en présente une. La meilleure manière de prompter, pour ceux qui ont déjà joué un petit peu avec, c'est aujourd'hui la plus simple en tout cas. Merci Pablo. C'est la méthode qui s'appelle Cora. Premièrement, contexte, préciser le contexte dans la situation où on se trouve. Par exemple, je suis le dirigeant de Cross Data et je cherche à améliorer le bien-être de mes employés. Ensuite, donner un objectif. Mon objectif est de trouver des stratégies efficaces pour augmenter la satisfaction de l'équipe. Un rôle, tu es un expert en RH avec 20 ans d'expérience, et une action, question, cite-moi 3 bonnes pratiques en RH pour y parvenir. Si vous aviez juste demandé à ChatGPT, par exemple, cite-moi 3 bonnes pratiques RH pour améliorer le bien-être, sa réponse serait moins qualitative. L'enjeu est de de le traiter comme un assistant. C'est comme si vous aviez recruté quelqu'un qui vous traite une partie de vos tâches et donc vous lui donnez des indications de manière détaillée. OK, je vais vous prendre mon exemple. Donc, je remplis des devis fréquemment, ça vous l'avez compris. Moi, le rédacteur de contexte de devis, j'ai fait le suivant. Son rôle, tu es mon assistant marketing et commercial chez CrossData. Tu apprendras plus de choses sur CrossData sur notre site web. Objectif, tu dois m'aider à préparer, à rédiger un devis de la part de CrossData pour une entreprise cliente. Et je vais lui dire, peux-tu me présenter l'entreprise à partir des notes que je vais te donner dans le message suivant et du site internet de l'entreprise cliente. En gros, ça, c'est un GPT, donc c'est un petit assistant que j'ai configuré. Et je vais juste lui coller ma prise de notes, le site internet de l'entreprise, et il va aller, lui, me rédiger la structure de la réponse suivante. Présentation générique de l'entreprise, avec métier, nombre d'employés, chiffre d'affaires, une présentation détaillée du métier, la problématique que l'entreprise a soumise, et les délais et les objectifs du client, parce que c'est là-dessus que je suis attendu. Et si je ne le représente pas ou qu'on n'est pas d'accord dessus, je vais me faire bouler quand je vais présenter la suite de ma présentation. Et dans cette rédaction, je vais lui indiquer d'éviter les superlatifs. ChatGPT, pour ceux qui ont joué un peu avec, il est très américain. Donc tout est amazing, tout est fabuleux. Dès que vous êtes une entreprise, vous êtes forcément leader de quelque chose. Et je vais aussi lui demander d'enlever les adjectifs péjoratifs ou mélioratifs. Donc ne pas mettre des choses comme étant très bien si moi je ne l'ai pas écrit, afin de rester fidèle aux propos qui ont été tenus lors des échanges que j'ai eus avec mes clients. À la fin, ça va me donner quelque chose. Donc là, j'en ai repris un vrai, c'est pour ça qu'il est tout caviardé. J'ai eu un rendez-vous de 1 heure avec une société. Et à la fin, il me ressort tout ça. Il va me dire, la société est une entreprise spécialisée dans le secteur du B2B avec un accent sur certaines technologies, etc. Il me représente l'effectif, le chiffre d'affaires, le détail du métier, le contexte du projet, les besoins identifiés. En l'occurrence, chez eux, il y en avait 3. Développer une offre, faire une adaptation réglementaire et avoir une innovation technologique, et les délais et objectifs que eux souhaitaient. Ça suppose quand même que vous n'ayez pas mis 2 lignes et demie dans ChatGPT. Il ne fait pas des miracles. C'est un outil qui vous permet de, là où vous y passiez 15 heures avant ou 50 heures, vous n'y passez plus que 2 ou 3 heures. Ça n'empêche pas qu'il faut toujours un être humain, ne serait-ce que pour valider la qualité, parce que des fois, il fait quand même un peu des contresens. Là, de mémoire, quand j'ai repris cette présentation, je suis retourné chercher le chat en question que j'avais utilisé. J'ai fait 1 ou 2 modifications qui, pour le sens général, ne sont pas importantes, mais qui, pour mon client, peuvent avoir une petite importance.
Si vous vous dites, tiens, maintenant que j'ai identifié un process dans ma tête, je vois où je pourrais bosser, il y a des bibliothèques de prompts sur Internet, vous en avez tout le tour du ventre et vous trouverez de quoi construire selon vos propres besoins. Euh, donc là, j'ai aussi, par exemple, un autre que je vous remettrai ici, dont vous aurez l'accès après, qui est le compte-rendu de réunion, où je fais une réunion, bah, je lui demande de me faire une présentation de l'entreprise, du métier, les délais objectifs, etc. Les leçons qu'on tire de ça, c'est que l'intelligence, elle est dans le prompt. Pour ceux qui sont un peu plus âgés, quand vous avez commencé à jouer avec Google il y a quelques années, il fallait lui indiquer les choses de manière très claire. Vous utilisiez des opérateurs booléens et ou vous lui disiez que vous vouliez un type de document, file type 2.pdf, et vous étiez obligé de refaire votre requête plusieurs fois avant d'avoir une bonne réponse. Et pour ceux qui font joujou entre Bing et Google, vous vous rendez bien compte qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre dans la plupart des cas. Donc, l'intelligence, elle est dans votre question, la façon dont vous allez interroger soit le sujet que vous traitez, soit l'intention en fait que vous avez derrière. Deuxième, c'est l'itération et la clé. Le prompt que je vous ai présenté, au début, j'avais oublié un peu des trucs, je l'ai amélioré au fur et à mesure. Et l'enjeu, c'est qu'il corresponde vraiment à votre besoin. Il faut aussi que vous pouvez lui donner des exemples. Il est meilleur quand on lui donne, tiens, j'aimerais que tu me rédiges quelque chose comme ça, lui donner des documents. Il faut être aussi précis. Nous, on s'en sert pour rédiger des articles chez CrossData sur notre blog. On va lui dire, je veux un article de 1900 mots minimum. Je veux un ton qui soit jovial, détendu. Je veux que tu n'oublies pas de bien me citer des cas d'usage parmi la liste des cas d'usage que CrossData a déjà traités, que je t'ai fourni dans un Excel. Et puis, sécurité et confidentialité, si vous utilisez la version soit gratuite, soit de base, toutes vos données partent, on ne sait pas trop. Donc, nous, on vous encourage à anonymiser si vous n'avez pas d'abonnement team ou entreprise. Par exemple, quand ce que je vous ai montré, que j'ai fait pour un client là, précédemment, je ne le ferais pas si je n'avais pas un abonnement qui m'assure que mes données ne sont pas réutilisées par des tiers. Parce que déjà, ce n'est pas fabuleux en termes de RGPD. Et deuxièmement, vous avez peut-être des accords de confidentialité des fois. Et ma foi, les envoyer chez ChatGPT et Microsoft, ce n'est pas ce que vous souhaitez. Alors, je vais vous donner un exemple rapide pour aller encore plus loin si vous voulez pousser la logique. Euh, c'est issu d'un papier que vous pourrez retrouver ici, qui a été fait par une association. C'est une association qui fait un logiciel pour un Crous aux États-Unis, c'est-à-dire la gestion des logements des étudiants. Et eux, ils ont une équipe qui fait ce logiciel et chaque fois, ils ont des revues de nouveaux écrans. Comment ça marche, le process original? Ils reçoivent un nouvel écran à simuler par le directeur de projet. Chacun dans l'équipe revoit les écrans. Ils font des tests et puis ils récupèrent le retour, le feedback des tests. Les tests sont envoyés à tout le monde. Il y a 1 heure de réunion avec toute l'équipe où on parle des changements puis on les modifie. Les changements choisis sont compilés par le directeur de projet. Il y a 30 minutes de réunion encore pour bien valider tous les changements. Et puis c'est bon, on peut modifier les écrans. Et ça a pris 1 à 2 semaines. Process normal de modif d'écran. Maintenant, si je peux simuler mes testeurs, aujourd'hui, il y a des IA qui permettent de simuler les testeurs, lui dire comporte-toi dans mon site web comme si tu étais un étudiant et va cliquer et que tu veuilles acheter, par exemple, louer ou récupérer une chambre ou faire une demande de nouvelle chambre parce que la tienne ne te plaît pas, etc. On peut éliminer déjà une tâche fastidieuse qui est de faire du test. Pour ceux qui ont eu à faire du test logiciel dans leur vie, tout le monde sait comme c'est casse-pied d'aller cliquer partout. Euh, et puis, je peux aussi demander à une IA en fait, de me refaire des écrans à partir de mes demandes. Tiens, ben voilà les demandes du groupe. Est-ce que tu peux me redessiner l'écran? Chose qui est un peu fastidieuse. Ou si elle n'est pas fastidieuse, en tout cas, je pourrais gagner du temps. Donc, j'ai mis une deuxième tâche. Donc là, on a un process qui est déjà existant. Je me suis posé toutes les questions sur ce process. Quels sont les petits bouts que je vais pouvoir améliorer avec une IA? Lorsque cette association le fait, on va recevoir toujours la demande de nouvel écran. On va construire une équipe qui va revoir les écrans et cette équipe, ensemble, elle va juste dire à l'IA, bah voilà, moi j'ai tel besoin, je voudrais que tu mettes tel bouton ici, je pense que ce serait mieux comme ci, comme ça. En parallèle, on a l'IA qui va venir tester ces nouveaux écrans et qui aura été les écrans qui ont été créés par une IA. Elle va compiler l'ensemble des changements qui ont été proposés. Elle va produire 2 ou 3 prototypes et à la fin, on va avoir juste une demi-heure de meeting ou de réunion avec l'équipe et on aura tous les écrans qui ont été modifiés. On peut même faire modifier le code par l'IA si c'est un truc assez simple. Et là, le processus ne prend plus qu'un seul jour. C'est-à-dire que même, on a d'abord éliminé du temps de travail de l'ensemble des personnes qui participent au projet, mais surtout, on a raccourci le temps de production, ce qui permet d'aller un peu plus vite face aux clients.
Je vais aussi vous donner quelques autres exemples d'IA qui sont moins à la mode, mais tout aussi efficaces. Il y a des choses qui sont très différentes, qui vont s'appuyer sur des données d'apprentissage. Par exemple, nous, on fait de la prédiction de maladies chez les bovins. Pour ceux qui ont la chance de connaître un peu les bovins, les vaches laitières ont souvent des mammites. Une mamite, c'est une inflammation des pies. Et donc, en récupérant les données des contrôles laitiers, des relevés d'exploitation et des interventions vétérinaires, on arrive à les prédire, ces mammites. L'intérêt, c'est quoi? Et c'est par là qu'il fallait partir. L'intérêt, c'est que, on ne donne plus d'antibiotiques si la vache n'est pas malade. Donc, si j'arrive à le détecter avant, je nettoie mieux les pies, j'ai donc pas d'antibiotiques à donner. On réduit les coûts pour l'éleveur et l'antibiorésistance. Et deuxième sujet, c'est qu'une vache qui a pris des antibiotiques, on jette son lait. Et si on jette son lait, on a une perte d'exploitation sèche. Donc là, tout l'intérêt, en fait, de venir identifier la maladie en amont, c'est d'éviter une perte d'exploitation. Il peut y avoir d'autres sujets, notamment sur des métiers comme les fast-food, où on arrive à prédire aujourd'hui, chez Burger King, KFC, Papa John, dans 750 restaurants, la consommation de burgers au pas du quart d'heure dans un objectif qui est d'améliorer les plannings et d'être capable de prédire les bons plannings 10 jours à l'avance plutôt que d'appeler en plein rush en se disant mince, j'aurais dû mettre Jean-Charles, il est si bon avec une friteuse, on aurait gagné du temps. L'intérêt là-dedans, c'est que en termes de modélisation de la connaissance, l'IA, elle permet une chose, c'est qu'aujourd'hui, un nouveau manager, en utilisant cet outil, il se trompe beaucoup de moins, même s'il prend une nouvelle franchise. Deuxième sujet intéressant, c'est que là, on est venu mixer des algorithmes sur étagère, type ChatGPT, mais plutôt pour la prédiction de données dans le temps, et des sur-mesures, parce que les algorithmes dits sur étagère, ils savent très bien prédire les mardis, mais ils ne savent pas du tout bien prédire les lundis de Pâques. Et ils se trompent tout le temps. Je vois l'heure qui avance, donc on peut faire plein d'autres choses, ordonnancer des productions, prédire le risque de départ client. Si vous avez juste 4 choses à retenir, j'aimerais que ce soit les suivantes. Enfin, il y en a plus que 4, il y en a 6. L'IA, c'est un peu comme un achat machine. Si vous bossez dans l'industrie, acheter une machine, vous ne le faites pas parce que vous aimeriez bien avoir une nouvelle machine, vous le faites parce que vous avez un objectif de rendement. Si vous bossez dans les services, vous achetez pas un PC pour faire de la production vidéo avec le coût qui va avec si vous ne faites pas de production vidéo. Là, c'est pareil. Si vous avez de l'argent à dépenser en IA, faut savoir pourquoi et calculer son ROI à plusieurs années. L'humain, il reste au centre de vos actions. Vous avez vu sur tous mes exemples, il y aura forcément une part de modification. Ça ne remplacera pas tout. C'est compliqué d'avoir de l'automatisation complète. Vous aurez une petite phase de vérification. L'enjeu, c'est que cette phase qui vous prenait avant 10% du temps, là, elle existe toujours. C'est juste la production en fait, qui va être réduite en temps. Et enfin, c'est cette slide la plus importante. Quand vous voulez faire quelque chose en IA, il faut identifier votre process impacté et votre retour sur investissement avant de vous lancer. Deuxième chose, identifier quel IA est le bon outil, tester et itérer. Je pense notamment sur tous les enjeux de rédaction web. Il y en a tout le tour du ventre des outils, tester des choses, essayer et valider quelle est la bonne méthode et le bon outil qui vous permettent d'avancer. Vous avez le droit de revenir en arrière. En fait, c'est un monde qui évolue très, très vite. Nous, en termes de veille, on pète un peu les plombs en ce moment parce qu'il y a tous les jours un nouveau modèle concurrent à ChatGPT qui sort. Vous devez le voir dans les journaux ou sur LinkedIn. Valider que les process sont adéquats. Si, quand vous dites j'aimerais améliorer ce process, tout le monde autour de la table tient un peu la tronche en mode il marche déjà pas bien, mettre de l'IA, l'outil ne sauvera pas le problème en fait. Des fois, c'est la bonne occasion de se reposer la question sur son process. Et enfin, si vous pouvez déployer une IA explicable, une boîte noire qui vous génère des avis clients faux, c'est pas intéressant. Une boîte noire qui vous génère des avis clients vrais, c'est bien jusqu'à qu'ils deviennent faux et que vous ne sachiez pas expliquer pourquoi. Idéalement frugal, on a tous tendance à utiliser des gros modèles comme ChatGPT. Il y a des modèles plus petits qui savent faire moins de choses, mais qui peuvent répondre à votre besoin et qui sont moins consommateurs d'énergie. On dit aujourd'hui qu'une requête à ChatGPT, c'est entre 4 et 10 litres d'eau qui sont consommés. Donc, il y a une vraie question en fait sur la consommation de mon métier pour le coup et son impact sur la planète. Et puis, idéalement, quelque chose de souverain, au moins vos données ne partent pas n'importe où. Je pourrais tenir 1 heure, mais je n'ai pas le droit. Donc, je vais T'es arrêter là. impressionné. Merci à toutes et à tous. Attention. Merci Jean-Charles. Merci pour cette intervention. Est-ce qu'il y a des questions? On a un petit temps de questions qui est disponible. J'ai une question de la part de Brice. Est-ce qu'il vaut mieux utiliser ChatGPT ou Mistral? On va souvent te la poser celle-là. Ouais.
Alors, tous les modèles les plus connus, que ce soit ChatGPT, Mistral, Claude ou autre, l'enjeu numéro un, c'est la performance pour vous. Testez-les, en fait. Aujourd'hui, nous, sur les benchmarks qu'on voit, ChatGPT est plus performant. Alors, je ne suis pas revendeur de ChatGPT, hein, ce n'est pas le sujet, hein. Cependant, pour d'autres usages, comme vous avez pu le voir dans la présentation, Mistral était plus performant. Ça va dépendre. Arbitrage, coût, test, tester les deux. Euh, Comme je vous l'ai dit à la fin, Mistral, c'est français. Pour combien de temps, on ne sait pas encore, mais allez-y, posez-vous la question. Alors, je vois qu'il y a une pelletée de questions. Est-ce que ça Oui, répond à la question, pardon, entre GPT ou Mistral? Ludovic, ça répond à la question. Enfin, c'est de la part de Brice. Bon, ça a l'air, je pense. Moi, je vais prendre ça pour un oui. On prend pour un oui, hein. Oui, c'est clair. Ok. Alors, il y a une question avec quatre questions de Pablo. Ok. Tu les Alors, vois en même temps? ouais, je les ai. Je ne sais pas si tout le monde Demande à les a sous ChatGPT de les te yeux. faire un résumé. Ouais, donc le premier sujet, éthique. Alors, oui, il y a des briefs d'entreprise qu'on n'a pas acceptés par éthique. Notamment quand on est sur le contrôle de temps de travail de l'être humain non raisonnable. Je pense à des projets dans le pétrole où l'enjeu n'était pas tellement d'arriver à une performance qui était redistribuée, mais plutôt que de vérifier que les conducteurs de camions, ils étaient bien à la seconde. Et nous, on a quelques envies que le monde soit un peu meilleur chez CrossData, donc ça, oui, on a refusé. Un enjeu sur l'éthique, c'est qu'aujourd'hui, il y a l'AI Act, donc qui est l'équivalent de la RGPD sur l'IA qui sort. Et quand vous allez utiliser des algorithmes qui ont un impact sur les êtres humains, il va falloir les déclarer et présenter comment le code est conçu. Je vais vous donner un exemple. On travaille avec une association qui fait de l'accompagnement pour des jeunes et qui leur indique quelles pourraient être les pistes qu'ils pourraient suivre dans la suite de leur scolarité. J'ai donc un impact sur la vie des jeunes. Lorsqu'on a repris l'algorithme qu'ils avaient fait eux avec des chercheurs, on s'est rendu compte que les maths n'étaient pas prises en compte. Il y avait une erreur dans le code, ce qui veut dire que même quelqu'un de bon en maths, en fait, ce n'était pas pris en compte dans ce qu'on lui propose. Donc, au lieu d'être ingénieur, on lui proposait fleuriste. Je fais évidemment un raccourci. Donc, oui, il y a un vrai enjeu d'éthique. C'est pour ça que je parle d'explicabilité. Sur des modèles qui ont un impact sur votre vie, vous devriez pouvoir regarder comment ils sont conçus. Alors, limite de l'IA. La limite principale de l'IA, elle n'est pas aujourd'hui technologique. Elle peut reposer sur deux sujets. Premier, c'est la quantité de données à partir de ce que vous voulez faire. Si vous me dites, Jean-Charles, je suis une PME d'1 million d'euros de chiffre, j'ai 12 clients, je veux prédire quels seront mes clients qui vont partir et je veux prédire les nouveaux clients que je devrais aller chercher. La masse de 12 clients n'est pas suffisante. Même avec la meilleure volonté du monde, même avec un budget illimité de, je sais pas, 10 milliards d'euros, on n'y arrivera pas. La seconde limite, c'est le rapport coût-bénéfice. C'est se dire qu'en fait, oui, on pourrait le faire, oui, on a les données, oui, il y a la technologie, mais le prix est trop élevé. Alors, je continue les questions du coup, hein. Je vois question numéro 3, acceptation des humains. Oui, il y en a. L'enjeu initial, c'est de mettre tout le monde autour de la table et de savoir pourquoi on le fait. Quand je dis je vais mettre de l'IA, tout le monde se dit ah, je vais perdre mon boulot. Ben, la peur, elle est compréhensible. En fait, elle existe, il faut l'adresser. Premier enjeu, c'est de mettre tout le monde dans la même pièce quand on travaille sur un sujet, que ce soit l'utilisateur et l'opérationnel qui fait la tâche aujourd'hui sur laquelle on va mettre de l'IA, déjà pour comprendre comment il bosse et arriver au même niveau de qualité. Et si vous vous rendez compte qu'il va y avoir un gros impact sur son boulot, bah, c'est de réfléchir à ce que ce sera demain. Et si vous n'êtes pas capable de lui apporter une réponse, ben, soit il va s'en aller, soit il va flipper. Mais il y a un enjeu là-dessus. C'est-à-dire que moi, quand j'ai un client chez qui j'automatise 40 à 80% de ses tâches, il a deux façons de voir les choses. Soit il fait un business qui reste stable et donc il vire 40 à 80% des personnes, ce qui n'est pas l'objectif, moi, de vie que j'ai en faisant de l'IA. Ou alors il se dit, bah, moi, j'ai pas envie de recruter plus de 10 personnes parce que les RH, j'en ai marre et c'est une vraie histoire. Et donc, j'augmente de 40 à 80% ma productivité, ce qui me permet de mieux payer tout le monde et de continuer à suivre mon marché, en fait. Futur de l'IA, comment sera l'IA dans un an? En fait, ça va tellement vite que je vais vous dire des bêtises. Euh, la seule chose que moi, je peux vous dire, c'est que les modèles vont être de plus en plus verticaux, c'est-à-dire que les modèles génériques pour les besoins du quotidien type GPT, ça va marcher. Et quand vous aurez un besoin métier très précis, ce sera un modèle plus petit, mais qui sera mieux travaillé. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 80% de bonnes réponses comme le fait ChatGPT, il fera peut-être 95%, mais il aura été bien entraîné. Voilà.
et convaincre le patron, comment les patrons d'entreprise voient l'IA, est-ce qu'ils sont conscients de la révolution, ils trouvent que c'est un buzzword comme la technologie blockchain. Alors, vu que c'est à la mode, il y a à boire et à manger. Tous les jours, Windows vous dit Copilot va tout révolutionner. Nous, on le teste, on a des clients qui l'ont testé, on a des petites structures, des grosses structures qui l'ont testé. Quand je vois que c'est compliqué de le faire tutoyer dans les mails alors que toute la conversation précédente était en tutoiement et qui se met instantanément à vous voyez ou qui me fait des phrases d'un style très différent à celui de Jean-Charles Rongère, alors que pourtant il a accès à ma boîte mail et j'en écris au moins 10 par jour, donc depuis 5 ans dans cette boîte mail, je vous laisse imaginer la masse de données que ça fait. L'enjeu numéro un pour convaincre son patron, c'est le retour sur investissement. En fait, c'est ce que j'ai mis au début de ma présentation. Vous avez deux enjeux. Il faut que ça serve à quelque chose et que ça soit utile, que ça enlève une problématique opérationnelle. C'est l'usage avec la bonne techno en face. Et le deuxième enjeu, c'est le ROI. Je veux dire, si vous arrivez en disant, bah, écoute, pour faire de la pub, je vais faire des 4 par 3 dans toute la France. Le tarif, il est tel que votre patron va dire, OK, mais ça va me rapporter combien de clients? Bah là, c'est le même sujet, comme l'achat d'une machine, comme l'achat de, si vous demandez une voiture de fonction, vous avez intérêt à faire beaucoup de kilomètres. Sinon, il va vous dire non, en fait. Il va vous dire de prendre le bus. Bah là, c'est pareil. Est-ce que ça répond à toutes vos questions, Pablo? Bon. Je ne sais pas si on a encore un peu de temps ou pas. Bah, écoute, s'il y a d'autres questions. Alors, une autre question, parce que c'est que Pablo, c'était top ces questions, ça permet vraiment d'éclaircir ce que tu as dit. S'il y a d'autres questions, vas-y, une autre question à la rigueur. Ou s'il y avait un sujet que vous auriez aimé voir abordé dans la présentation, que je n'ai pas abordé, vous vous êtes dit, tiens, je viens pour avoir ça, et puis vous ne l'avez pas eu. Et peut-être que je peux quand même y répondre, parce qu'on a fait des choix pour l'animation, mais peut-être qu'il y avait d'autres choses que vous auriez aimé voir plus en détail. Mais est-ce qu'on aura une IA comme dans le Ouais. film Heure, vraiment? Eh ben, j'ai pas vu le film, donc je sais pas vous répondre. Je crois que de ce que je sais, c'est que c'est un film avec Scarlett Johansson, puisqu'elle a engueulé très fort OpenAI sur le fait qu'il réutilisait sa voix, mais j'en sais rien. Il y a encore quelque chose dans l'ordre de l'IA qui s'appelle en bon français Uncanny Valley, ou la vallée un peu du malaise. Quand on voit une image par IA, on sent qu'il y a bien un truc qui va pas, quoi. Et notamment, c'est valable dans les images, les vidéos, où c'est pas encore parfait. J'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'elle fait dans le film Heure, en l'occurrence. Il y a un truc auquel je crois, par contre, et là, pour le coup, ça m'appartient complètement, ça. Euh, c'est qu'une IA ne sait reproduire que le passé. L'intelligence humaine sait trouver les scénarios de rupture et c'est aussi identifier. Il n'y a pas de Pablo Picasso en IA s'il n'y a pas eu Pablo Picasso avant, en fait. Mm. Donc ça s'appuie que sur le passé. Donc il y a cet enjeu. Et alors, on a une question qui arrive. Peut-on Il y a une double intégrer, question. peut-on intégrer un moteur IA interne, par exemple, dans la formation pour le tutorat? Euh, je sais qu'il existe des méthodos qui existent aujourd'hui où, en fonction du comportement que vous avez eu dans les différentes formations et des réponses que vous avez données, on va vous orienter vers plus ou moins une autre formation. Mais c'est donc la réponse, elle est oui, virgule, très probablement. Et la deuxième question va être pour faire quoi, pour combien, pour quel prix, comment vous voulez faire. Enfin, Mm. là, après, il y a plein de questions qui vont se poser. Je ne peux pas répondre de manière complètement affirmative. Il y avait une question dessus sur est-ce qu'il y a assez de data scientists en formation en France? Euh, Ça n'a pas posé des problèmes de recrutement à un moment ou à un autre? alors, Des fuites des cerveaux, voilà. Je pense que c'est fuite ça des cerveaux, non. Des data scientists, je pense qu'il en faudra toujours. Donc, il pourrait y en avoir un peu plus. Les facteurs d'inquiétude qu'on a, nous, sur la formation, pour le coup, c'est le fait que les maths disparaissent de plus en plus du cursus élémentaire, lycée, etc. Et que du coup, ben, pour faire des data scientists, il faut des maths. Cependant, l'intelligence artificielle va de plus en plus devenir un enjeu de produit. Et donc, il y aura probablement plus d'intégrateurs que de data scientists. Mais comme, on va dire, il y a allez, 30 ans, quand vous vouliez faire votre ERP maison, il vous fallait des développeurs. Aujourd'hui, vous avez des solutions sur étagère pour lesquelles vous avez besoin d'un intégrateur. Et ben, on va se rapprocher de ce modèle-là, en fait. Mm. Où le profil sera moins académique, mais sera par contre beaucoup plus terrain. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que
Pour un projet d'IA sur mesure, vous avez un data scientist, mais en fait, il ne fait pas tout. Vous allez avoir un ou deux développeurs en plus, vous allez avoir 0,5 gars qui fait les tuyauteries, toute la data, les bases de données, les trucs comme ça, et vous allez avoir 0,5 chefs de projet pour faire la grosse louche, hein. Mm. En gros, le data scientist n'est pas la valeur cardinale de l'ensemble des projets d'IA. Euh, le, le vrai métier initial, c'est de bien comprendre le besoin. Voilà. Mm. Ah, question de Pablo. Je vais vous donner un exemple. C'est difficile de répondre à la question en raison de la spécificité des projets. On a fait un projet avec un centre d'études techniques nationales dans l'industrie qui s'appelle le CETIM, que vous connaissez peut-être. Mm. Euh, on avait un arbitrage qui était à faire sur un POC justement de j'ai toute ma veille, cette veille documentaire, j'aimerais pouvoir la synthétiser, y répondre et l'interroger comme ChatGPT. On a fait un POC qui a duré un mois. Ils nous ont demandé de chiffrer le déploiement d'une machine chez eux, d'une machine dans le cloud et de faire appel aux API d'un opérateur souverain, en l'occurrence Mistral. Euh, Acheter une machine aujourd'hui spécifique pour l'IA, c'est autour de 150 000 euros. Et là, vous n'avez rien, vous avez que la machine, il n'y a pas encore le logiciel dedans. Déployer un modèle dans un cloud maîtrisé en ligne, le coût au mois, pour un usage d'une trentaine de personnes, il a été estimé à entre 1 500 et 3 000 euros. Voilà, pour faire ce qu'on a vu. Et les appels à l'API chez Mistral ont coûté 15 centimes par mois. Donc, c'est à vous d'arbitrer, en fait. Surtout que maintenant, quand vous faites par exemple du GPT sur des données que vous avez dans Azure, normalement, votre container Azure, vos données ne partent pas n'importe où. Donc, l'enjeu va être plutôt votre politique de sécurité interne, le type de données que vous utilisez. Mais en gros, si vous utilisez des données de santé, par exemple, bon, bah, c'est le bordel et ça va vous coûter cher, on va pas se mentir. Par contre, si vous avez des données moins critiques ou anonymes, là, on se pose un peu moins la question. Il y a des solutions moins chères. Donc, c'est comme les voitures. Des fois, on a besoin d'une Twingo, puis des fois, on a besoin d'une Ferrari. Et entre les deux, ben, on fait selon son portefeuille et ses besoins. Merci Jean-Charles. Bon, je vous propose d'arrêter là s'il n'y a pas, s'il y a plus d'autres questions. Une information importante. Bon, la Porsche est le meilleur compromis pour Pablo, on sait en quoi il roule. Donc, une information importante, vous pouvez retrouver toutes les informations sur les agences Inuit sur notre site www.inuit.fr. Vous avez les contacts locaux si vous êtes intéressé et si vous avez des besoins. Merci à tous. Je vous envoie donc le replay de cette intervention. Merci Jean-Charles pour cette Merci à belle vous. explication dans les détails et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau webinaire d'Inwin. À bientôt. Merci.